Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 10 janvier 2022. Alors aujourd'hui, on parlera exclusivement de Bitcoin et Ethereum. Je parlerai des altcoins demain. Je vais faire un point de marché Bitcoin, je vais faire aussi un petit point de marché macroéconomie. Donc je parlerai du Nasdaq et du S&P 500 et je vous parlerai aussi d'un potentiel scénario euh, Bitcoin, mais façon S&P 500 de 2009. Ok, parce que la charte peut être assez similaire en termes de sentiments, ça correspond un petit peu. Alors, le Bitcoin, rapidement, est-ce qu'on a des signes de bottom ici pour le moment? Techniquement, non. Ça ne veut pas dire que le bottom n'est pas présent, ça veut dire que techniquement, il ne s'est pas encore développé. Quels seraient les signes de bottom? Bon, déjà, on est où? On est en zone de rechargement, c'est une zone où les acheteurs vont plutôt se montrer. Ça veut dire que ce n'est pas une zone de short. Ça ne veut pas dire que le prix ne va pas continuer de chuter, ça veut juste dire qu'un shorter ici a un faible avantage sur le marché. C'est pas lui qui a les meilleures probabilités en gros. Pour l'instant, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut long le Bitcoin, loin de là, techniquement, loin de là. Encore une fois, je le répète, le bottom peut être présent, mais il faut que ça se développe. Et idéalement, pour acheter du Bitcoin, il faudrait être dans le sens de la dynamique. C'est-à-dire, en gros, voir un retournement de marché. Un W daily, ça suffit sur le Bitcoin généralement pour réinverser la dynamique et retrouver une dynamique haussière, comme ce fut le cas par exemple ici. Ok, changement de dynamique, allons faire un nouveau plus haut. Actuellement, ce n'est pas encore le cas, donc pas encore de signe de bottom. On va regarder maintenant ce qui va être du côté du volume, etc. etc. Alors, on a un volume vendeur qui est en train de baisser un petit peu. C'est-à-dire que le volume vendeur, je vais retirer l'OBV, on verra beaucoup mieux ici. Le volume vendeur est en train de faire un plus haut, enfin ici sur cette charte. C'est-à-dire qu'en gros, le volume vendeur diminue, comme s'il faisait un plus bas. Ici, en gros, on était venu chercher moins 21 455. Là, on est à moins 17 174. Ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de bitcoins qui sont vendus sur Coinbase. Donc la pression vendeuse est en train de s'estomper. Est-ce que c'est suffisant pour relancer le marché vers le nord? Non, parce qu'il faut que les acheteurs se réveillent. Et pour l'instant, ces acheteurs ne sont pas encore réveillés. Avons-nous un W sur le volume acheteur? Non. Ok, donc oui, le volume vendeur est moins important, mais est-ce que le volume acheteur lui est plus important? Non. Donc ce qu'il faut, c'est bien que les vendeurs s'endorment, hein, mais il faut que les acheteurs se réveillent, parce que tant qu'ils ne se réveillent pas, bon bah le marché justement peut soit latéraliser, soit continuer de chuter. Également le momentum. Alors, les acheteurs avaient fait enfin, il y avait eu cette grosse divergence haussière, ce qui justement a créé un range, rappelez-vous. D'abord on diverge, ensuite on crée un range. Ce qu'on veut, c'est la résolution haussière du range pour reprendre un marché haussier. Malheureusement, pas de résolution haussière du range, résolution baissière pour l'instant, donc continuation baissière. On attend le développement d'une nouvelle divergence ou d'un nouveau signal de momentum haussier. Les vendeurs ont récupéré le momentum suite à ce M le 4 janvier 2022, ce qui a donc permis de déclencher le mouvement baissier ensuite. Pour l'instant, les vendeurs ont toujours le contrôle de ce momentum. Ce qui veut dire que pour l'instant, les acheteurs ne sont pas présents sur le momentum. Donc peu de chances d'avoir un bottom ici, en tout cas de reprendre un momentum haussier. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne peut pas bottom ici. Oui, en termes de prix, les 40 000 sont un niveau très important. C'est vraiment un niveau qui est très très important, 40 000. Et il faut absolument le tenir. On voit que sur des exchanges comme FTX, Bitfinex, il y a des gros ordres d'achat qui sont en train de se former, enfin qui se posent sur ces niveaux et ils sont en train d'accumuler doucement mais sûrement. Mais si ces niveaux cèdent, derrière, il y a de la place pour aller plus bas. Et techniquement, c'est ce que dit le marché. En termes de temporalité, on est proche d'un bottom, mais en termes de prix, pas forcément. En gros, ce qui veut dire que le bottom peut très bien être à 34 000 $, mais ça peut se faire dans 4 jours par exemple. Donc en termes de temporalité, on est proche d'un bottom, mais en termes de prix, peut-être pas. Ok. Donc, je reviens dessus, on regarde à nouveau, ça je supprime, tac. Alors, il y a une divergence potentielle qui est en train de se former. La divergence n'est pas encore confirmée. Donc, qui dit divergence potentielle dit que c'est pas le moment de dire ah il y a divergence, on va remonter. Non, une divergence traduira encore une fois un nouveau range ensuite. C'est-à-dire que, admettons, si cette divergence se forme, que le prix remonte ici et que la divergence se forme ici, à ce moment-là, on pourra créer un nouveau range sur le Bitcoin et ensuite on verra si c'est un range pour faire une continuation baissière à nouveau ou pour retourner le marché. Pour l'instant, il n'y a pas de divergence, donc le range, on met une croix dessus et pour l'instant, on reste dans une dynamique qui est baissière. Un marché qui dessine des M est un marché qui est baissier. Le point positif, c'est qu'on est de l'autre côté de la trendline, mais rappelez-vous, il faut toujours une structure de l'autre côté, ou en tout cas une dynamique haussière qui se forme, qui montre bien que le momentum est bien du côté des acheteurs. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc on est en train de longer la trendline justement, chose qu'on pourrait faire jusqu'à ce qu'on ait une structure de retournement qui, là, nous repassera dans un marché haussier. Pour l'instant, ce n'est toujours pas un marché haussier, c'est une dynamique qui est baissière, donc le marché est contrôlé par les vendeurs. Donc je pense pas que j'ai grand chose d'autre à dire. Ah si,
William ici. Donc William, c'est la petite MA13 que vous voyez ici, la ligne jaune, qui est en état de survente. On dit que William actuellement est stupidement survendu. Ok. Ça veut dire que c'est bête de vendre ici, tout comme c'est bête de shorter. Ça ne veut pas dire que le bottom est présent. On peut très bien, le mec qui ouvre un short ici peut très bien faire du profit si on va par exemple à 32 000, 33 000 $. Je dis pas qu'on va y aller, mais si on y va, ok, fera du profit. Mais généralement, quand William est stupide comme ça sur le Bitcoin, c'est souvent qu'en termes de temporalité, on est proche d'un bottom. C'est pour ça que je dis qu'en termes de temporalité, on est proche d'un bottom, mais pas en termes de prix. En termes de prix, il peut se passer encore beaucoup de choses. On peut très bien aller à 30 000, 32 000, 33 000, faire un mouvement très puissant au sud, une dernière purge pour poser le bottom. Ensuite, ça c'est totalement possible. Ok, c'est pour ça qu'il ne faut pas venir all-in en levier ici en se disant ah je vais all-in avec du levier Bitcoin je fais un x10, il remonte de 10%, ça y est je fais un x100. Non, actuellement c'est la mentalité des gens et c'est pour ça que le prix continue de chuter. Les gens ne sont pas calmés sur le levier, je le vois encore ici au niveau des open interest. Les open interest sont encore trop forts. Les gens n'ont pas encore capitulé, ne ferment pas encore leur position. Continuent d'ajouter du levier en plus et en plus et en plus, ce qui fait que le marché est trop leveragé. Donc dans un sens comme dans l'autre, encore une fois, un short squeeze peut intervenir, un mouvement très fortement haussier, voire un mouvement baissier très important qui viendrait chercher plus bas. Ok. Ça, c'est un truc à ne pas oublier. Le marché est trop leveragé encore. Et généralement, un Bitcoin du bottom, enfin un bottom, pardon, sur le Bitcoin, je vais y arriver, ça se pose quand le marché est traumatisé ou que le levier vraiment est anéanti. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. C'était le cas ici, mais les mecs ont directement refoutu du levier. Ici, là. Niveau de l'open interest, ça se voit. Est-ce que ça va fonctionner? Coinali, s'il te plaît. Voilà, vous voyez ici, on est venu chercher un open interest très faible, 38 000 bitcoins, mais on est vite remonté à 76 000 et au top à 83 000 bitcoins leveragés. C'est trop. Le marché, c'est trop leveragé. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de vendeurs à défoncer ici et ici. Donc une fois qu'on aura trouvé le bottom, ces zones, on ira les rechercher. Hein. Pour moi, c'est certain. Au-dessus de 52 et probablement au-dessus de 60 000 $, on y reviendra. Mais entre-temps, on peut aller faire un tour sous les 39 500 et aussi sous les 37 200 parce que c'est les prochaines zones où on a pas mal de longues à venir bouffer. Alors, je vais retourner sur la charte ici, pas grand-chose d'autre à dire de plus. Ah si, également, creux dans la value ici, creux dans le volume profile, de bonnes zones pour capturer la liquidité, et ça jusqu'aux 34 000 $. Donc s'il y a des gros qui actuellement sont en train d'essayer de recharger ce marché, ils sont en train de le faire entre du 34 probablement à 44 000 $. Plus précisément, ce serait entre du 41 et du 34 000 $ ici pour capturer un maximum de liquidité. Maintenant, je vais vous parler d'un scénario S&P 500 Bitcoin. Donc en gros, pas une corrélation entre les deux, juste ce qu'a fait le S&P dans les années 2007 à 2009. Est-ce que donc pourrait faire le Bitcoin lui également? Donc je vais vous montrer ça. Et franchement, la charte est assez flagrante. Je vais juste gommer ça. Ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Et donc vous avez à gauche le Bitcoin en échelle weekly, donc une bougie c'est une semaine, et à droite vous avez le S&P 500 en 2009, donc en gros des années 2000 jusqu'à 2009, une bougie égale un mois. Et donc, on avait une hype assez similaire, donc en gros la bulle internet dans les années 2000, où le S&P 500 était un record et où toutes les valeurs technologiques explosaient pour X ou Y raison. Pour le marché crypto, on a eu quelque chose de similaire. Donc en gros, les gens ont entendu parler d'Internet dans les années 2000. Les gens ont entendu parler des NFT aujourd'hui en 2021. Sur le marché crypto en comparaison, on a eu la bulle des meme coins, donc les Doge, etc., les Shiba. En comparaison, on pourrait parler des valeurs technologiques qui sont mortes aujourd'hui, qui n'ont jamais plus repumpé et dont on n'entend plus parler. Chose qui pourrait arriver par exemple pour le Shiba ou le Dogecoin. Je dis pas que ça va arriver, je dis juste qu'en comparaison, ça pourrait arriver si ces assets ne refont plus rien. Donc ça, c'est une chose à comparer également. Et voilà, donc on a fait ce top. On a eu le M-top sur le Nasdaq, sur le S&P, pardon. Hop, M-top, correction, on a trouvé un bottom en 2002. Bon, le marché crypto a fait une chose assez similaire, qui est simplement M-top, puis bottom, puis W-weekly, et rebond. On est venu chercher un nouveau sommet, exactement pareil pour le S&P 500 en 2007. Après Christie's Subprime, le S&P 500 se fait complètement défoncer. Et vient nettoyer où? Bizarrement, sous tous les creux où on peut chercher beaucoup de liquidités et où, justement, on peut recharger sur ce marché. En tout cas, le train était complètement déchargé de comment dirais-je, d'acheteurs. Ok, et là, on a sauté tous les acheteurs sur ce marché. Ce qui a permis de décharger le train et de repartir tranquillement des années plus tard. Et là, on est sur un marché qui fait que monter depuis des années et des années et des années. Pourquoi je mets
échelle mensuelle à droite sur le S&P et échelle weekly à gauche sur le Bitcoin, c'est parce que le Bitcoin a des cycles qui sont beaucoup plus rapides que le S&P 500. C'est connu, enfin on le sait, le marché crypto a des cycles plus courts que le S&P 500. Le S&P 500 peut faire un cycle haussier de 10 à 15 ans, tout comme un cycle de range ou un cycle baissier de plusieurs années également. Par exemple, ici on a rangé de 2000 jusqu'à 2013. Le Bitcoin, il n'a jamais rangé pendant 13 ans, pardon, à ce que je sache. Ok ? Donc on peut dire que le marché crypto se déplace 10 fois plus vite que le marché traditionnel des indices. Donc c'est pour ça qu'ici, bon, c'est pas une comparaison parfaite, hein, une semaine égale un mois, mais c'est pour l'affichage. Je pourrais mettre ici par exemple, je pourrais mettre en trimestriel, ici. Voilà, là en trimestriel à droite, et en weekly à gauche pour le Bitcoin. Ce serait peut-être mieux, mais je vais rester en mensuel. Ok ? Mais voilà, c'est pour n'oubliez pas que le S&P 500 se déplace moins vite et les cycles sont moins rapides que sur le marché crypto. Alors, du coup, le Bitcoin nouvel ATH, on vient sauter tous les stops des vendeurs, c'est-à-dire que ici, tous les mecs qui étaient short, on les a sautés. Et également, on aurait très bien pu continuer de monter pour continuer de liquider ces shorts. On ne le fait pas. Donc ici, on est venu s'assurer de dégager tous les vendeurs pour faire ce mouvement baissier. Ce qui fait qu'actuellement, techniquement, le train de vendeurs, il était déchargé. Donc c'est intéressant pour le marché de faire un mouvement baissier. Techniquement, on a fait la même chose sur le S&P 500. On vient chercher un nouvel ATH, on dégage tous les vendeurs. Et gros mouvement baissier derrière. On voit que ça se termine en mode catastrophe, ici. Et on vient justement chasser tous les creux, donc sous 770 points et sous même 720 points. On vient trouver un bottom, en gros, à 660 points ici. Pour le Bitcoin, où sont ces fameux creux? Donc là, je zoome la chart. Ah, bizarrement, c'est sous les 28 800, voire même sous les 25 700. Je dis pas qu'on va aller chercher ces valeurs-là. Je dis juste que si on suit ce scénario-ci du S&P 500, ça voudrait dire qu'en gros, le Bitcoin, il a des probabilités, si on suit ce scénario, de faire quelque chose de similaire, c'est-à-dire, en gros, un mouvement de capitulation, comme on a eu en mars 2020, on a un mouvement très brutal, où le Bitcoin, il est passé en une semaine de 8100 à 4100 $. Donc en gros, en une semaine, on se mange du moins 50 à du moins 60%, moins 54%. C'était le mouvement de capitulation avant la fameuse phase up qu'on a connue en 2021, où on passe du coup de 4000, même plutôt de 3900, jusqu'à 66 000 $ derrière. Bon, en gros, ça donnerait ça. Ça donnerait actuellement, on est dans la phase de capitulation, où le marché va faire une dernière phase corrective très forte, où les gens vont appuyer sur le bouton vendre. Parce que là, je le vois sur Glassnode, mais c'est pas encore trop ça. On a déjà eu des comment dirais-je, des ventes en perte beaucoup plus importantes. Hein. Donc peut-être que le marché essaierait de décharger le train au maximum. Également au niveau des contrats dérivés, ce qui pourrait faire ce scénario catastrophe, c'est en gros un marché qui est trop leveragé, ici. Beaucoup trop leveragé. Dans les deux sens, hein. Encore une fois, que ce soit en short ou en long. Parce que quand l'open interest monte, c'est qu'il y a un short et un long qui s'est ouvert. Ok ? Moi, demain, si j'exécute un long sur le Bitcoin ou un short, c'est qu'en face, il y a un long ou un short également. Ou la clôture d'une déposition, mais si l'open interest monte, c'est qu'il y a des longs et des shorts qui s'ouvrent. Donc on sait que le marché est très leveragé, que ce soit du côté des shorters ou du côté des acheteurs. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument comprendre. Donc faire un short squeeze sur ce marché, ce serait pas compliqué. Tout comme faire un long squeeze, c'est pas compliqué du tout. Ok ? Alors, ça, c'est une des raisons qui peut, du coup, nous amener à penser que, ok, soit on pose le bottom ici très bien, on défonce les vendeurs, on remonte très très vite et on clôture le mois à 50 000, entre 50 et 55. On a vu, ça c'était des niveaux des options, la max pain zone des options. C'est tout à fait possible, mais encore une fois, il faut vraiment qu'on voit un bottom se montrer ici. Si c'est le cas, tant mieux. En revanche, si le bottom n'arrive pas à se montrer, ça ouvre les portes à ce fameux scénario, chasse aux liquidités sous ces creux. Et à ce moment-là, c'est le mouvement de capitulation où l'Ether, je sais pas, il passe à 2000 $. Le Bitcoin, il retourne à 30 000, il y a un bain de sang sur les altcoins, la capitalisation totale du marché, pareil, elle retourne en gros au bottom qu'on avait trouvé cet été. Le marché il repasse en gros à 1000 milliards de capitalisation, et là en gros on a comment dirais-je, la dernière phase de capitulation, où ce marché ensuite, tac, il remonte, et là on ira chercher de nouveaux ATH pour 2022-2023, très probablement, si on est dans ce fameux scénario similaire au S&P 500. Encore une fois, je n'annonce rien du tout, je montre ici un scénario hypothétique, je ne dis pas du tout qu'il va arriver. Je dis juste qu'en termes d'order flow, c'est possible parce qu'on a un marché qui est très leveragé, et également, c'est possible aussi, puisqu'en termes de sentiments, les gens sont encore un petit peu trop attachés à leurs assets et ne veulent pas les vendre. Et si jamais il y a comment dirais-je, des gros portefeuilles qui ont besoin de liquidités sur ce marché,
Là, eux, ils ont envie justement que les petits portefeuilles vendent massivement pour racheter des assets beaucoup moins chers, à bon prix, avec une liquidité assez importante. Ok, encore une fois, ça c'est hypothétique. Et donc le scénario, ce serait ça. Dernier mouvement catastrophe, les contrats dérivés nous aident, des grosses cascades de liquidation, on revient chasser sous les creux ici, on fait un petit tour dans les 27, 28, 30 000 $, peut-être pas plus bas, hein, même 32, 33 ça pourrait suffire, à voir. Ou alors on fait comme le S&P 500 qui est venu chasser tous les creux, tous les stops, et hop, on fait un gros recovery sous forme de bottom, enfin sous forme de V, et hop, là on a que un marché qui remonte puisqu'on a eu la capitulation ici, et les gens qui refusent de racheter. Un peu comme en mars 2020, où c'est exactement pareil pour les plus anciens qui ont connu, où ici la majorité avait vendu, ont vendu le bottom et on refusait de racheter, attendaient toujours plus bas. Ici, quand on consolidait à 9000, les gens attendaient le Bitcoin à 7005, 8000, il n'est pas revenu. Quand elle consolidait à 10 000, les gens l'attendaient à 9000 à nouveau, il n'y est pas revenu. Et voilà, il a fait que monter. Ça pourrait être exactement la même chose. Si on fait ce scénario aussi, on vient ici, il y a le gros rebond, les gens sont frustrés, ils disent mais non, il va retomber à 30, 35, on va pouvoir en racheter, sauf que non. Le truc, il fait que monter, les gens attendent toujours plus bas jusqu'à être obligés de racheter beaucoup plus haut. Ça serait le fameux scénario, capitulation, etc. etc. Parce qu'en fait, actuellement, on peut faire ce qu'on veut sur le marché. Hein. S'il y a quelqu'un qui a les moyens pour faire remonter ce marché, il peut déclencher un énorme short squeeze qui peut vite nous ramener au-dessus des 52 000 $. Maintenant, s'il y a personne qui a envie de sauver ce marché, entre guillemets, ou qui a des intérêts à faire un short squeeze, bah à ce moment-là, il y a ce qu'il faut pour défoncer le support des 40 000 aussi. Donc pour moi, cette semaine va être très importante. Ok. Et alors, également, parlons du marché américain. Du coup, là, je vais aller sur le Nasdaq. Donc là, sur ma tier de droite, je vais sur le Nasdaq. Ah non, par contre, j'ai pas ce qu'il faut ici. Peut-être là-bas. Ok. Hop, ça, je voyais ça avec les élèves tout à l'heure. On va aller sur le Nasdaq ici. Et donc le Nasdaq est en gros, ça représente bien l'évolution du marché américain, même le S&P 500, mais là je prends le Nasdaq parce que techniquement il est plus intéressant. Alors le Nasdaq, on regarde le momentum, ok, pas bien déjà, il y a des divergences baissières et également les vendeurs ont récupéré le momentum depuis ce M ici. Donc depuis le 13 décembre, donc depuis mi-décembre, les vendeurs ont récupéré le momentum. On voit également que ce marché est bloqué, littéralement là ça se voit, sur le niveau des 16 300 points. On n'arrive plus à passer ce niveau. C'est clairement ici probablement de la distribution. Ok. Peut-être qu'actuellement on est en train de vivre une distribution sur le Nasdaq. Et donc ce qui voudrait dire qu'on puisse connaître, vu que le Nasdaq représente le marché américain, ce serait pareil pour le S&P 500, même le S&P 500 pourrait chuter. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait connaître justement des phases de retracement sur les GAFAM, les actions Apple, Amazon, Tesla, etc. Apple est en train de faire un potentiel M-top en close line, c'est pas fou. Est-ce que j'annonce un bear market sur le marché américain? Pour moi, non. Ce serait juste un dip pour remonter au cours des prochaines années. Tesla également. Tesla M-top, on pourrait continuer de faire des M-top. Ça, c'est pas des structures qu'on aime acheter. Hein. C'est vraiment pas joli de voir des gros rejets comme ça. Ça montre clairement pareil la distribution sur Tesla. Quoi d'autre? Microsoft aussi, je pense. Une charte qui est en train de se perdre un petit peu. Voilà, Microsoft aussi, hein, plus grosse action, plus grosse qu'Apple, il me semble, en termes de capitalisation. Enfin, quasiment égal, mais Microsoft premier toujours, avec Apple deuxième, des fois Apple premier, voilà, les deux se tapent. Voilà, ils sont en train de se taper la place du 3000 milliards. Donc nous, on essaye de revoir un Bitcoin à 50 000 $. Eux, ils sont en train de se taper entre milliers de milliards de capitalisation. C'est pas le même jeu. Bon. Et ce qu'on voit sur Microsoft aussi, c'est pas beau. M-top ici, Tesla qui fait des M-top aussi, Microsoft aussi. Franchement, on est sur une fin de mouvement haussier, donc voilà, faut un mouvement correctif, je pense. Surtout quand il y a des pertes de momentum aussi importantes, que les M-top commencent à se former, ça c'est des signes de top, hein, c'est des signes de changement de dynamique. On passe d'une dynamique haussière à une dynamique baissière. Techniquement, on pourrait parler d'un marché baissier pour quelques mois, ici sur Microsoft par exemple, des signes de retracement. Le premier arrêt, un retour à 265 $, ne serait pas aberrant sur Microsoft. Ok. Sachant que ici, bon, le momentum était sympa, mais derrière, voilà, voir des M-top, c'est pas cool. C'est pas du tout cool. Et j'ai envie de voir du coup aussi Amazon, qui n'est pas fou non plus. Amazon qui est peut-être même dans une pattern, wake-off. Ici c'était le range, on a chassé la liquidité, hop, le spring, et là, potentiel M-top derrière qui intervient. Et donc pareil, qui pourrait justifier un nettoyage de marché. Mais en tout cas, techniquement, les GAFAM sont pas top, le Nasdaq est vraiment moche. Le S&P commence à devenir pas très joli aussi, mais le Nasdaq, vraiment, c'est flagrant ici. Pour moi, clairement, le marché américain,
techniquement donne l'information qu'on, si on perd hein, les 15 500 points sur le Nasdaq et qu'on s'enfonce plus bas, ça ouvre les portes à revenir sur du 13 000, 14 000 points au cours des prochaines semaines, prochains mois. Donc un mouvement baissier. Et donc, si par exemple, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, voilà, pour X ou Y raison, le Nasdaq il met un coup de pression au sud, le S&P aussi, les GAFAM aussi, c'est ce qui pourrait justifier au marché crypto de chuter, bien évidemment. Si on prépare un mouvement baissier sur le marché crypto, bah, il va falloir le justifier. La justification, ça pourrait être ce qui se passe au Kazakhstan, ça pourrait être la chute du marché américain, par exemple. Mais il va falloir justifier pourquoi on va chuter. Pareil, quand on monte, les médias essaient de trouver des justifications pourquoi ça monte, et quand ça chute, pourquoi ça chute. Et idéalement, si vous êtes investisseur à long terme sur le Bitcoin, la stratégie la plus simple, et c'est ce que font les institutions aussi, c'est simplement d'acheter la valeur intrinsèque. Quelle est la valeur intrinsèque du Bitcoin actuellement? En tout cas, la définition de la valeur intrinsèque pour le Bitcoin, ce serait son prix de production. Et le prix de production du Bitcoin actuellement, il est entre 34 000 et 21 000 dollars. Et le Bitcoin va jamais quasiment sous ce prix de production. C'est très rare, ou quasiment très rare, oui, que le Bitcoin soit ce qu'on appelle en backwardation. Ça arrive assez rarement. Backwardation, ça veut dire en gros, ça coûte plus cher de miner du Bitcoin, tout simplement. Enfin, en gros, le Bitcoin rapporte moins que le prix de production. Enfin, le coût pour miner du Bitcoin, c'est pas rentable en fait. En gros, le mec qui mine du Bitcoin, il mine à perte. C'est assez rare. Ça arrive, mais c'est souvent assez rare. En tout cas, on y reste très rarement. Et généralement, d'ailleurs, le prix de production du Bitcoin, c'est toujours des bonnes opportunités pour acheter du Bitcoin. Ici, par exemple, prix de production, le bottom, prix de production, le bottom, prix de production ici, bah, toujours un bon prix pour acheter du Bitcoin. Ici, lors du crack justement du mois de mai, prix de production, le bottom. Donc, si le Bitcoin revient à son prix de production, c'est pas la fin du monde. Ce serait même la meilleure opportunité. Et il y a de grosses institutions ici, je pense. Après, je n'ai aucune source. Mais je pense que des institutions ou des fonds d'investissement qui ont envie d'investir dans les cryptos n'ont qu'une envie, c'est d'acheter ce prix de production ici, qui est entre du 34 et donc du 20 000 dollars ici. J'annonce pas un Bitcoin à 20 000 dollars, loin de là. Je dis juste que si ce mouvement baissier arrive, c'est pas la fin du monde. Ça va donc créer une capitulation sur le marché parce que les nouveaux vont vendre et vont pas comprendre pourquoi ça chute autant. Et même des anciens vont se mettre à vendre, je pense, parce qu'un mouvement aussi baissier, ça peut être insoutenable à tenir psychologiquement. Mais surtout, on va revenir chercher des prix de production. Donc pour les investisseurs, ce sera des prix exceptionnels. Et s'il y a de la smart money qui attend, ce sera de bons prix. Et également, n'oubliez pas qu'on a eu des ETF ici. Les ETF sont arrivés au mois de novembre. S'il y a des institutions qui ont envie d'acheter de ces ETF ici, je vais y arriver, bah eux, ce serait vraiment une opportunité exceptionnelle pour eux de recharger sur des ETF à des prix vraiment intéressants. Ce serait vraiment pour eux l'opportunité du siècle, en fait. Donc j'ai un peu l'impression qu'on a en gros portefeuilles qui ont envie de rentrer sur ce marché, qui ont besoin de beaucoup de liquidités, et c'est pour ça qu'il faudra un bain de sang ou une grosse capitulation pour le faire. Après, bien évidemment, si les gens commencent à être baissiers et que tout le monde veut racheter là-bas, ils auront nullement le choix que d'acheter ce qu'il y a au marché. Donc à ce moment-là, ce sera vraiment un mouvement haussier qui nous attendra. Hein. Et surtout avec les contrats dérivés, short squeeze, ça va aider. Mais je me dis qu'il y a encore un petit peu trop d'espoir et que les gens n'ont pas encore appuyé sur le bouton vendre. Et j'ai l'impression qu'on a besoin d'une capitulation sur ce marché, qu'on déleverage totalement, que le marché soit totalement déleveragé, qu'on retrouve des intérêts faibles et que les gens soient traumatisés, qu'ils ne refoutent pas du levier. Ça y est, dès que le marché reprend une bougie verte, allez, on y va en full levier. Non, faut vraiment pas qu'on ait ça en fait. Faut que le train soit totalement déchargé si vous voulez voir un Bitcoin qui va chercher du 100 000 dollars par exemple. Et là, le truc, c'est qu'il y a trop de leviers, et que ce soit en short et en long. Hein. Encore une fois, si on peut dégager tous les longs, comme le S&P avait fait, pour ensuite faire ça, aller chercher du 100 000, c'est mieux. Parce que le train sera déchargé et ça pourrait le faire tranquillement. Ok? Ou alors, on pose un bottom ici, et là, on s'attaque au vendeur. Mais à ce moment-là, le bottom, attendez de voir le W se poser. Parce qu'actuellement, si vous venez acheter du Bitcoin en levier, le mec achète du Bitcoin en dollar cost average, ici, il n'y a aucun problème. Honnêtement, il n'y a aucun problème. Puisqu'on est en zone de rechargement, c'est un bon prix ici, le Bitcoin. Surtout 40 000 support très très fort. En dollar cost average, c'est un bon prix. Mais le mec qui vient foutre du levier et qui veut multiplier ses gains, bah, si tu le fais ici, c'est pas la bonne façon de procéder en fait. Puisqu'actuellement, il n'y a aucun signe de retournement et la cascade de liquidation, elle peut arriver si les gens continuent de foutre du levier. Et les gens continuent de foutre du levier, c'est ça qui est dangereux, encore une fois. Ok. Donc voilà, je tenais à vous partager tout ça. Je fais rapidement un point sur Ethereum. Alors, Ethereum, il est où? Bah, du coup, c'était ici, résolution baissière. On avait vu ensemble la target justement à venir chercher pour la sortie du range. C'est entre du coup
du 51 300 dollars et du 48 400. Pardon, non, c'est Bitcoin. Non, c'est Ether ici, c'est bon, pardon. Entre donc du 2400 dollars et du 2800 dollars, ok. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Au niveau du momentum, pas de divergence haussière ici, rien du tout. En termes de structure, aucun signe de bottom ici non plus pour l'instant sur Ethereum. La zone de rechargement qui attend plus bas, rappelez-vous, hein, quand les 0,382 cèdent, grande chance de venir à 0,618, on n'y est pas encore venu, ce qui pourrait annoncer un petit peu plus de marge baissière concernant l'Ether. Maintenant, en daily, et je crois qu'on a la même pattern sur Bitcoin, je vais regarder, je vais vérifier, et après je m'arrêterai ici. Là, actuellement, on a une zone de combat en daily qui s'est formée. C'est-à-dire que là, c'est le point bas, ok. Donc là, c'est le point bear, et là, nous avons le point bullish. Si on casse au nord, on aura donc un rebond de marché, qui pourrait donc nous amener dans un premier temps, premier arrêt du mouvement baissier précédent, 3300 $, voire un petit peu plus haut, retour entre 3007 et 3500 $. Il y a des liquidations qui attendent, côté short, massif sur Ethereum, sur ces niveaux. Ça pourrait justement permettre à certains de recharger en short, avant potentiellement le fameux dernier mouvement baissier pour poser le bottom ensuite. Mais ça, c'est si seulement on vient casser les 3247 $. Et donc, je m'arrête ici pour Ether, je reviens rapidement sur Bitcoin. Je crois qu'on a une bougie similaire, et donc on pourrait faire une chose similaire. Alors, c'est exactement pareil. Nous avons ici le point bear juste ici. Hop, on prend la bougie la plus basse, et on identifie le point haut de cette bougie, qui est donc juste ici. Et donc, si jamais on vient péter cette bougie au nord, c'est une petite pattern de retournement qui pourrait donc justifier d'un rebond. Et à ce moment-là, on prend le précédent sommet. Premier arrêt serait un objectif, 43 500 $, voire un petit peu plus haut, entre du 45 000 et du 47 000 $, ce qui pourrait permettre de faire un rebond. Et dans un premier temps, un rebond. Ok. Parce que ensuite, on attendra de voir si ce rebond se met en place. Hein, se trouve, il n'y en aura pas. Mais si un rebond qui se met en place, si on commence à revenir vers les niveaux des 40 et que les gens sont extrêmement bearish et annoncent les 30 000, etc., il y a de grandes chances qu'on soit dans la fameuse phase de bottom pour retourner définitivement ce marché et tenter d'aller retester les 60 à 70 000 $. Ok, donc là on a vu tout ce qui était possible techniquement, on a fait le point sur le marché, on a vu aussi le fameux scénario S&P 500 que le Bitcoin pourrait faire également si on est dans un scénario similaire, donc au final qui serait bon signe pour le long terme, hein. Le but serait de décharger le train d'acheteurs pour repartir tranquillement en ayant dégagé tous les mecs en levier, ce qui pourrait permettre aussi à des gros, depuis les ETF, de rentrer à de très bons prix sur ces mêmes ETF, donc à la smart money d'acheter le dip tout simplement, comme ce fut le cas sur le S&P en 2009 après la crise des subprimes, et donc un mouvement baissier sur le marché américain pourrait permettre aux crypto-monnaies de connaître ce mouvement baissier. Ok. Encore une fois, ah oui, je termine là-dessus, très important, les spreads. Spreads négatifs sur Binance, spreads négatifs sur OKEx, enfin des spreads négatifs sur FTX, des spreads négatifs sur Bybit et des spreads négatifs sur Deribit. Ça, c'est les conditions de marché qu'on attendait. C'est-à-dire que là, actuellement, le sentiment est en train de devenir baissier un petit peu partout. On a des spreads négatifs partout, chose qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Donc là, ça commence à l'être. Ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire que si on a un rebond ici, et que les spreads continuent d'être négatifs, il y aura de grandes chances de poser un bottom sur ces niveaux de prix. En revanche, si le Bitcoin rebondit et que directement les spreads redeviennent haussiers partout, c'est pas bon signe. Ça signifiera tout simplement que les gens redeviennent hyper bullish et que c'est pas bon. Ok? Donc voilà, je tenais à vous partager aussi ces informations. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, donc c'était vraiment pour Bitcoin et Ethereum, j'ai essayé de faire un bon point de marché, demain on parlera plus des altcoins, j'ai vu que vous voulez Atom, donc demain on se fera Atom, je parlerai de Atom et peut-être d'autres altcoins, n'hésitez pas à mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse, comme ça on fera un point de marché sur ce genre d'altcoin. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine à vous, on se retrouvera donc demain pour un prochain brief. Je tiens à rappeler également, c'est trop tard, c'est un peu tard pour rejoindre l'école via le Patreon, privilégier les paiements en crypto-monnaie pour rejoindre l'école, donc tout ça c'est expliqué dans le Discord, dans le salon bienvenue, dès que vous rejoignez dans le Discord, dès que vous rejoignez le Discord, tout est expliqué dans ce salon bienvenue, vous avez toutes les informations, les modalités crypto, vous pouvez rejoindre quand vous le souhaitez, il n'y a aucun problème, peu importe que ce soit le premier du mois, le dernier du mois, le Patreon, il faut privilégier, je vais y arriver, le début du mois, toutes les explications dans le salon bienvenue, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, un petit message à un des professeurs connectés en haut à droite, on vous répondra. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc demain pour une update de marché. Ciao ciao.